Merci, Madame la Présidente. J'ai plusieurs remarques à faire puisque les textes qui nous sont présentés sont très riches et la communication qui vient d'être faite l'était aussi. Tout d'abord, sur la subsidiarité, j'ai donc bien entendu les chiffres avec beaucoup d'intérêt. Il y a en moyenne 30 avis des parlements nationaux chaque année liés à la subsidiarité. Ça n'est pas énorme, mais c'est quand même un chiffre considérable. Et ces 5 dernières années, un seul carton jaune a été déposé, et on s'en souvient tous, puisque c'était sur un thème extrêmement médiatisé, sur la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Mais il n'a pas été suivi d'effet, puisque la Commission, en réalité, a campé sur ses positions. Je suis très intéressé par les tentatives qui sont faites d'améliorer le respect du principe de subsidiarité. Et ce qui vient d'être dit montre qu'il y a des efforts réels. Tout d'abord, premier point, j'attire votre attention sur la grille d'évaluation de la subsidiarité qui est très longuement explicitée dans le document et qui, je crois, est une bonne chose. C'est un instrument de travail qui doit permettre normalement à l'ensemble des parlements nationaux d'essayer d'adopter en tout cas les mêmes critères pour juger de la subsidiarité. Et puis la deuxième chose intéressante, encore plus sans doute, c'est la volonté de mieux prendre en compte les avis des parlements nationaux. Et comme il vient d'être rappelé à l'instant, comme la procédure du carton jaune, malheureusement, ne marche pas très bien, il faut le dire, eh bien l'idée c'est que lorsque 4 parlements nationaux joindraient leurs forces en quelque sorte pour émettre des doutes, à ce moment-là, la Commission apporterait une réponse circonstanciée à leurs craintes. Donc ce serait une sorte de mini carton jaune, au fond, qui serait ainsi créé. Ça me semble assez intéressant, c'est un instrument assez souple. Il y a aussi un autre élément que j'ai noté dans le document qui n'a pas été rappelé, je crois, c'est qu'on augmenterait le délai dont disposent les parlements nationaux pour réagir. Ils disposent d'un délai de 8 semaines et il est envisagé de leur accorder 12 semaines. Et moi, je serais assez favorable à cette extension. Ça permettrait de résoudre tous les problèmes liés aux vacances de Noël, au mois d'août, etc. D'ailleurs, à mon sens. Alors, quand même, il y a des problèmes et j'aimerais terminer par là. Une fois que j'ai distribué les bons points, bien sûr, ne vous inquiétez pas, distribuer les mauvais. Moi, j'ai 2 craintes. Première crainte, la subsidiarité est, selon moi, très mal appliquée et il ne peut pas en être autrement puisque dans le système actuel, l'Union européenne est à la fois juge et partie. Et donc forcément, ça ne peut pas marcher. Moi, je crois qu'on a été trompé sur cette affaire. Je me souviens très bien en France des débats que nous avons eus lorsqu'il y a eu le traité de Maastricht qui consacrait déjà le principe de subsidiarité dans son article 3b. Et on nous avait expliqué à l'époque que ce serait à l'Union européenne, à chaque fois, de démontrer qu'elle est mieux placée que les États pour intervenir. C'était l'explication qu'on nous avait donnée. Or, en pratique, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'Union européenne décide toujours d'agir et c'est aux États, à travers la procédure du carton jaune, mais qui malheureusement est trop lourde et ne marche pas, d'essayer d'apporter la démonstration inverse, c'est-à-dire qu'ils sont mieux placés que l'Union pour agir. Et donc il y a une sorte de perversion du principe, selon moi. Donc est-ce que vous avez conscience, c'est ma première question, que c'est ressenti comme ça, en tout cas, par beaucoup de citoyens. Et puis, deuxième problème, c'est une remarque qui m'est plus personnelle, sans doute parce que je suis français, donc issu d'un État très centralisé, par tradition. Selon moi, la subsidiarité, c'est une arme contre la souveraineté des États. Pourquoi ? Parce qu'on utilise la subsidiarité pour tenter d'établir un dialogue direct entre les régions et l'Union européenne en court-circuitant les États. Et si vous en doutez, je vous invite à lire attentivement la page 14 du document qui nous a été remis. C'est la dernière page. Et dans le tableau grisé qui figure dans cette page, il y a cette phrase « Le comité des régions devrait créer des pôles régionaux permettant d'acheminer plus efficacement l'expérience des autorités locales et régionales dans le processus d'élaboration des politiques de l'Union. » Et là, vous le voyez, on court-circuite purement et simplement les États, ce qui, selon moi, évidemment, n'est pas une bonne chose. Donc, je vous pose ma deuxième question. Est-ce que vous reconnaissez que la subsidiarité peut être utilisée comme une arme, comme ça, pour court-circuiter la souveraineté des États ? J'ai une remarque très rapide à faire sur le document numéro 2 sur le renforcement de l'état de droit. C'est plutôt une information. Il est mentionné sur le document sur le contrôle de l'application du droit, page 5, il est mentionné que la France était poursuivie
pour n'avoir pas respecté la législation sur la qualité de l'air, eh bien, il y a quelques jours, elle a été carrément condamnée par la Cour de justice de l'Union. Donc, je tenais à le signaler parce que ce n'est pas très glorieux pour un État qui est à l'origine de l'accord de Paris d'être condamné en raison de la pollution de l'air. Et puis, dernier point sur l'état de droit. Le document qui nous est distribué est très intéressant. Bon, il rappelle ce qu'est l'état de droit. Je n'y reviens pas. Moi, j'aurais présenté les choses autrement. J'aurais dit que l'état de droit a un aspect formel, c'est le respect de la hiérarchie des normes, et un aspect matériel, c'est le respect de certaines valeurs. Et j'observe avec intérêt, d'ailleurs, que dans le document distribué, parmi les valeurs figure le mode de vie européen. Moi, évidemment, je m'en réjouis. C'est notre identité qui est ici défendue. Mais j'ai une critique à faire, c'est que je suis toujours surpris quand j'entends l'Union européenne utiliser pour son propre compte l'expression État de droit. Je suis surpris parce que l'Union européenne n'est pas un État. Donc il y a quelque chose d'incongru à se réclamer comme ça d'un concept auquel on ne correspond pas. Troisième question, est-ce que vous avez conscience que cette dénomination ne convient pas à l'Union européenne et est-ce que vous réfléchissez à une autre dénomination? Et puis enfin, pour terminer, quatrième question, est-ce que vous n'avez pas l'impression, toujours sur ce document, qu'on utilise ce concept d'état de droit pour asseoir encore davantage la tutelle de l'Union européenne sur les États? Et c'est très perceptible dans ce document où on termine une fois de plus dans la dernière page, les mauvais coups finalement sont souvent dans la dernière page, ici c'est la page 18, eh bien on suggère, pour mieux assurer le respect de l'état de droit, eh bien d'instaurer de nouveaux mécanismes de punition pour les États qui seraient accusés de ne pas respecter suffisamment l'état de droit. Et là, il ne s'agit pas du tout de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui existe déjà. Il s'agirait d'inventer d'autres mécanismes. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, parce que même si je suis attaché à l'état de droit, je pense que pour en assurer le respect, il faut privilégier la coopération et pas la punition. Je vous remercie. Thank you very much. There are quite a few issues to unpack there. So, Merci beaucoup de cette intervention. Je ne vais pas entrer dans une discussion philosophique si le principe de subsidiarité est une notion politique ou sociologique. Je me place sur le plan du droit. On a un ensemble de mécanismes juridiques dans le traité qui reconnaissent des compétences aux parlements nationaux, aux comités des régions, chacun en ce qui les concerne, pour, d'un côté, faire savoir qu'ils ont des craintes par rapport au respect de la subsidiarité et éventuellement émettre un carton jaune. En ce qui concerne le comité des régions, la possibilité d'aller devant la Cour. Donc c'est un ensemble de dispositifs de nature juridique et c'est dans ce cadre-là que je me place. C'est vrai que parfois, dans les opinions des parlements nationaux, sous l'étiquette respect de la subsidiarité se cachent en réalité des désaccords sur le fond des propositions, pas tellement sur le fait que l'Union devrait ou pas intervenir, mais sur l'orientation politique qui est prise dans certaines des propositions de la Commission. Et donc ça, c'est pas vraiment la manière dont le principe de subsidiarité doit être appliqué.